petit peu honte parce qu'après les présentations concrètes, auxquelles je prends tellement de plaisir, moi je vais vous faire quelque chose de relativement abstrait puisque je vais essayer de vous proposer une sorte de cadre théorique pour réfléchir. Je vais axer ma réflexion autour de ces différents points. Points qui ont déjà été débattus pour partie durant ce jour et demi passé. Quelle valeur pour le développement durable, la prise en compte sociologique, anthropologique, et comment faire de l'éducation dans une perspective multiculturelle. Alors, je vais pas lire. Fondamentalement, il y a plein de façons de présenter le développement durable. J'en ai relevé l'une des typologies, c'est celle de Gendron, la vision conservatrice, modérée, progressiste. Je me situe, moi, dans une vision progressiste où on inclut la dimension sociale dans le projet, où on se pose la question de la soutenabilité faible ou de la soutenabilité forte. C'est ce qu'a développé Franck-Dominique Vivien hier, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est la multiplicité des cadres de lecture dont on dispose. En voilà un, il en existe 12 ou 13 autres. Quelle valeur en tant qu'écologue, c'est ma formation de base, c'est vrai que j'ai vu mon écologie évoluer. De mon écologie scientifique, qui était l'écologie de la conservation, je suis passé à une écologie de la préservation, une écologie de la restauration dans les années 90-95, une écologie de la réconciliation depuis les années 2000. Et effectivement, mon écologie a explosé. Je manque un peu de repères dans cette histoire-là. Quand je vais regarder du côté de ce qui se dit en développement durable, voilà l'Atlas mondial du développement durable publié dans les années 2002, voilà l'Atlas des développements durables publié en 2008. Par contre, ce qui est amusant, c'est que 8 ans après, on est encore sur ces notions d'économico-centré, écolo-centré, socio-centré, équicentré. Alors ça, ces mots-là, ils ont été produits par Madame Verret pour cet atlas, pour donner un cadre de lecture. À ma connaissance, il ne repose pas véritablement sur quoi que ce soit qui a été prouvé scientifiquement. Nous sommes sur une vision empirique. Je ne dénie nullement la vision empirique. Si on va du côté de la science avérée, je me classe, moi, dans le cadre de ce qu'on appelle les représentations sociales. Je vous donne là, ici, mes références. Les références sociales qui déterminent les pratiques professionnelles. Et je vais encore redévelopper comme exemple, j'aurais pu prendre les autres sphères, celle de la sphère environnementale, où on distingue très couramment les représentations biocentrées, centrées sur l'animal lui-même, rarement le végétal d'ailleurs, écocentrées, centrées sur l'ensemble de l'écosystème pour caricaturer, ou anthropocentrées. Alors en fait, cette typologie de positionnement est-elle opérationnelle? On s'aperçoit qu'elle présente peut-être presque plus de défauts que d'avantages au bout d'un moment, parce que les gens ne se classent pas dans l'un ou l'autre, et ce qui est peut-être le plus important, c'est leur passage de l'un à l'autre. Alors, en réponse à ça, Corinne Fortin-Debar a proposé une représentation sociocentrée, où l'on intègre là tous les aspects culturels, tous les aspects sociologiques. C'est très bien, mais on retombe aussi sur peut-être un petit défaut, c'est que sa proposition est intéressante sur le plan théorique, mais elle ne repose pas sur des études avérées. C'est relativement empirique. Et en fait, ce qui est un peu gênant, c'est que les modèles qui marchent bien sont des modèles empiriques. Pour moi, vous comprenez d'où je viens, l'écologie numérique, alors j'ai quand même mes lacunes. Et derrière, on a des gens comme Afessa, qui est un philosophe. Et il a travaillé en montrant qu'il existe plusieurs écocentrismes, plusieurs anthropocentrismes, et que, en fait, on peut très bien être écocentrique et arriver à donner une vision du monde qui sera très différente, qui pourra converger avec une vision anthropocentrique. Donc, en fait, il faut regarder bien les valeurs qui sont sous-tendues. Et on peut, un écocentrique dans un contexte n'aura pas du tout les mêmes attitudes le même écocentrique dans un autre contexte. Là, l'exemple des grands prédateurs en France, c'est un merveilleux exemple là-dessus. Alors, par rapport à ces cadres théoriques des représentations, je dirais que je me suis beaucoup intéressé à ça, et puis quelques 5 ou 10 ans après, je commence à en revenir un petit peu, et donc je les interroge de façon beaucoup plus critique. Je vais prendre un autre cadre théorique.
C'est celui des sciences humaines et sociales, Fabre, Fleury. Il y a le monde traditionnel, les savoirs sont empiriques, découlent de l'expérience, on tâtonne, et puis on cumule au cours des générations. Il y a le monde moderne, le savoir est universel, la science capable de répondre à tous les défis. La science est dans ce cadre, c'est une pensée analytique, réductionniste, opérationnelle, positiviste, behavioriste, des mots que j'aime pas bien d'ailleurs en fait, à titre purement personnel. Dans le monde postmoderne, là je me retrouve beaucoup plus dans ce cadre-là. Le monde est incertain, il est hybride au sens de la tour, les savoirs classiques deviennent insuffisants pour faire face à la complexité. Il devient alors nécessaire d'accompagner les changements. Ah tiens, ça change notre posture en tant que formateur. Si on n'a plus des savoirs fixés, on ne pourra plus l'enseigner de la même façon. C'est une question de technique, mais aussi de valeur. Et puis il faudra mobiliser, combiner tout ça, savoir-faire, compétences. Alors moi, je vous avoue que je me place beaucoup plus dans ce dernier cadre théorique, qui se surimpose allègrement avec le précédent, ce qui me pose de véritables conflits. Je vais prendre un autre cadre théorique, c'est celui de René Passet, qui m'a beaucoup influencé, et qui insiste sur la triple mutation, technologique, politique et écologique. Et sa conclusion, alors c'est très difficile de réduire René à 10 mots, mais il insiste fondamentalement sur l'éthique et le primat des valeurs. René Passet est un économiste. Effectivement, il dit que l'économie, ça sert à faire face aux problèmes, aux défis de la complexité. Et par contre, il choisit très clairement son camp d'un point de vue politique. Alors évidemment, on se pose des problèmes. Il est sur l'école de la bioéconomique qui replace l'économie au sein d'une sphère naturelle et humaine. Vous voyez des schémas qui vous ont été présentés hier, puisque c'est fondamentalement les schémas que plusieurs d'entre vous avez présentés hier. Alors, je vous présente encore un autre cadre de lecture. C'est le cadre d'un philosophe de l'environnement, Matévet, et il pointe un paradoxe qui est plus on connaît et plus on détruit. Et c'est effectivement le cas. On n'a jamais eu autant d'écologues scientifiques, de gestionnaires de la biodiversité, de sources de connaissances, de réglementations, de décrets, face à une biodiversité qui ne cesse de s'écrouler. Et en fait, ce paradoxe-là doit nous interpeller sur le plan de notre action éducative. Il revient donc sur la rupture des liens entre le monde moderne et son environnement. Et puis donc ça veut dire qu'on va devoir inventer quelque chose d'un tout petit peu nouveau. Sinon, en fait, ce qu'on fait ne sert à rien. Les représentations sociales du développement durable vont donc au-delà des conceptions environnementales, sociales, économiques. Donc vous comprenez déjà que je déborde un peu, moi, dans ce modèle des 3 sphères. Ça mobilise les dimensions culturelles, religieuses. D'accord. On va rajouter des sphères, on va rajouter des sphères, on va rajouter des sphères. Au bout d'un moment, ce sera un millefeuille. Et on oublie des choses essentielles. La relation à la nature, la relation à la connaissance, l'expérience individuelle, l'expérience collective. Et donc on a besoin peut-être de revenir à un certain nombre de fondamentaux. Peut-être avons-nous avancé un peu vite sur ce concept, que je défends quand même, hein, vous allez voir. Alors, le développement durable, on jette à la poubelle ou pas? C'est un concept qui est polysémite. D'accord, il a été accepté, gobé par toute une partie de l'Europe, dans un certain nombre de milieux, alors que les scientifiques le critiquent déjà depuis presque 12 ans ou 15 ans. Bon. Il est réfuté, je me réfère à Mazou qui a fait un très très bon bouquin là-dessus, avec une trentaine de publications uniquement de gens en Afrique, en raison de sa connotation occidentale. Et on l'a très bien perçu dans la salle un grand nombre de fois. Il est fortement critiqué en raison de ses lacunes conceptuelles. Je me réfère là à Lucie, comme d'autres, hein, tu n'es pas la seule bien sûr. Il est quand même attaqué dans ses fondements par son oubli de la culture. Parce qu'à force de ne pas mettre de la culture dans ce concept, on la dilue. Bon, mais par... Alors, la dimension politique, je vous présenterai des schémas où la dimension politique est présente, mais en fait, vous allez voir qu'on a un problème. Par l'appropriation néolibérale du concept. C'est ce qu'on appelle les curriculums sournois. C'est-à-dire qu'on fait quelque chose de relativement nocif, alors qu'on veut faire bien. C'est quand même dommage. Alors,
Oups, j'étais un peu vite. Je vais changer maintenant pour vous proposer un autre cadre de lecture que je vais assez peu interroger. C'est le cadre de lecture développement et religion. Je vais me référer à un seul auteur pour limiter la complexité à ce travail de deux auteurs. Fondamentalement, ils définissent 9 aires religieuses. Bien sûr, c'est caricatural, mais c'est le premier livre synthétique à ma connaissance sur la question. Des zones recouvertes par le judaïsme, le confucianisme, le protestantisme, d'autres par l'islam, le bouddhisme, l'hindouisme, l'animisme, d'autres par les aires catholiques orthodoxes. Et ils font leur relation entre des zones de haut développement, de plus faible développement et de développement moyen. Donc ils posent très clairement la question, y a-t-il une relation entre la religion et le développement? Alors, ils ont dégagé un certain nombre de facteurs, des facteurs démographiques, qui réduisent les richesses. Quand on partage, on en a moins. Des manques de liberté, des pratiques religieuses qui limitent l'investissement dans la production, des traditions orales écrites, la démotivation profonde qui détourne de la production, le découragement, les guerres religieuses. En fait, ce qu'ils notent, eux, dans leur travail, c'est la forte corrélation entre ces facteurs négatifs et les religions. Alors, il faut faire quand même attention, c'est que, moi je dis, ils sont quand même dans une vision relativement conservatrice de gens du Nord qui regardent le Sud, car ils parlent sans arrêt de production et pas de développement. Et donc, ils ont, par rapport à la notion de développement, pris un certain nombre d'indicateurs, et je n'ai pas référence à leurs indicateurs, mais tous font référence à la production. Donc, nous ne parlons peut-être pas exactement du même développement. Il faudrait donc revoir ça en fonction de l'évolution du concept, d'une part, puis il faudrait le revoir dans une vision anthropologique. Car posé comme ça, c'est une question posée par quelqu'un du Nord pour des gens du Nord. On aurait pu peut-être retourner le problème dans une vision beaucoup plus anthropologique. Je vais aller très vite là-dessus, puisque ça a été de multiples fois envisagé, aussi bien par Franck Dominique hier. Fondamentalement, on a différentes valeurs d'usage, non hors d'usage, pour la biodiversité par exemple. Franck Dominique vous a proposé un autre cadre de lecture, celui de l'approvisionnement, service de régulation, service culturel. En fait, ça pose un problème éthique. Le problème éthique vous a été très bien défini hier, c'est la vision utilitariste ou c'est la vision éthique. Et ça nous pose, nous, un problème qui est un problème pédagogique. Est-ce qu'on sacrifie, au nom de l'utilité, des styles pédagogiques pour en justifier, ou est-ce que d'un revers de main, on dit « nous n'avons pas à justifier de l'utilitarisme » Deux visions éducatives quasiment opposées. En fait, ce qui nous pose beaucoup de problèmes, c'est toute l'ambivalence des représentations que l'on a. Et l'ambivalence de notre éducation. Et là, on est piégé en termes d'éducation, développement durable. Il est beaucoup plus opérationnel de justifier de cela, au moins à court terme, au moins à moyen terme, mais il est, sur le développement personnel, peut-être beaucoup plus judicieux de parler d'éthique. Mais je ne sais pas faire, je ne vous cache pas. Vous me dites comment vous faites, je dis non, c'est pas la peine, je blufferai. Je fais deux choses séparées que je juxtapose, comme les compétences et les notes. C'est pour les profs, ça. Je vous donne un exemple, pour vous montrer qu'on est très lâche dans notre façon d'envisager le système. 28 juillet 2010, à l'ONU, l'eau est devenue un bien commun, c'est Ricardo Petrella. C'est un droit universel, ça veut dire que tout le monde devrait y avoir droit, sans exception, quelle que soit la zone géographique, qu'on soit en Afrique ou dans le Nord Cantal, ou quel que soit le système politique. C'est un système indivisible. L'eau ne peut pas être commercialisée, vendue à des tarifs variables en fonction des lois du marché, si c'est un bien commun. C'est imprescriptible. On ne peut pas supprimer l'eau à quelqu'un qui l'a, ni que ce soit un condamné à mort ou n'importe qui. Donc, face à ça, vous voyez bien qu'on a une loi et on l'applique plein. On ne l'applique pas du tout. Notre problème, c'est que si maintenant on regarde toujours ce côté éducatif, opérationnalité, on a voulu résoudre le problème de l'eau en lui donnant une valeur d'usage. Et on l'a mis comme un bien commun. On a très bien régulé les téléphones portables, je me permets cette anecdote, parce qu'il y a plusieurs milliards de téléphones portables à la surface de la Terre. On l'a mis comme un bien commun et on a très bien régulé les prix. Comparativement, ça a même marché. Le problème de l'eau, c'est qu'elle n'a pas une bonne valeur d'usage. Ou du moins, l'eau potable a une valeur d'usage, mais l'eau polluée n'a aucune valeur. Bilan de l'opération, je ne pense pas
que donner une valeur d'usage à l'eau a favorisé son accès à un plus grand nombre. Et là, c'est très pernicieux, les chiffres. Soit on les regarde au titre du pourcentage, qui diminue, soit on les regarde au titre du nombre, qui reste fixe. Et effectivement, donc vous avez compris que je suis assez perplexe face à la libéralisation du marché de l'eau, parce que ça n'a pas résolu tout ce que cela devait faire. Mais en fait, je vous redis ce qu'a dit Franck-Dominique Vivien hier sur la biodiversité. C'est rigoureusement le même raisonnement. Mais si on va dans ce sens-là, ça veut dire qu'on cautionne un système politique. Donc on retombe sur le curriculum sournois des collègues d'Aix-Marseille. Alors, on en a assez peu parlé. Je pensais que Lucie en parlerait beaucoup plus parce qu'elle aurait beaucoup plus de mots là-dessus. C'est le CARE. Le CARE, ça nous amène vraiment à modifier complètement notre réflexion éthique, politique, juridique. C'est quoi le CARE ? Bien, on va se placer du côté de la vulnérabilité. Et j'ai vu que mes collègues étaient sur la même longueur d'onde, même s'ils n'ont pas eu le temps d'en parler. Et en fait, si on met la vulnérabilité au cœur de la morale, en fait, on va remplacer quoi ? L'autonomie, l'impartialité, l'égalité, des valeurs sur lesquelles on est imparable, par des choses qui nous bougent beaucoup plus. J'ai bien aimé la définition de Laugier qui disait que le CARE, c'est l'éthique de l'attention, mais dans les deux sens. Donc je fais attention, je prête attention et j'attire l'attention sur. Attirer l'attention sur, c'est les jeteurs d'alerte. Et voilà du moins moi la signification que je mets sur le CARE. Je ne sais pas si Lucie sera du même avis. Et donc les éthiques du CARE se placent, c'est la grosse différence, elles ne se placent pas à un niveau intellectuel globalisant. Elles se placent au niveau de la personne. Et là, ça rejoint différentes formes d'éthique individuelle ou collective auxquelles je crois et qui se rapprochent, je crois, beaucoup de ce que j'ai entendu tout à l'heure dans la salle. On se préoccupe quand même avant tout de nous, ici, tout de suite. Et je pense que s'intéresser au CARE serait peut-être un moyen de chercher, d'envisager les relations avec l'autre du bout du monde, puisque vous avez compris que je ne m'intéresse pas uniquement aux petits Auvergnats. L'éthique, donc ça va nous permettre de changer. Je vais passer maintenant dans un cadre sociologique. J'ai combien de temps, Lucie ? 5 minutes. Alors, dans un cadre sociologique, soit on considère qu'un groupe, c'est une somme d'individus, on fait de la psycho individuelle, on fait la somme de la psycho individuelle, le tour est joué. Soit on considère que le groupe, c'est plus que la somme des individus, et dans ce cas-là, on doit aller à une autre forme de psychologie. Par contre, il faut se méfier. Tout groupe induit un conformisme et une normalisation. Et effectivement, il va falloir en tenir compte dans toutes les études sociologiques, mais là, tu aurais pu en parler mieux que moi, qu'on va faire. Je vais vous donner mon cadre de lecture pour le futur. Si on regarde les attitudes que l'on a en sociologie, soit on est dans le relativisme. On suppose que tout phénomène culturel n'a de valeur qu'à l'endroit où il est. Et donc on étudie les différences. Soit alors on est dans l'absolutisme et on dit que les phénomènes qu'on observe sont fondamentalement les mêmes. Dans ce cas-là, on peut rien. Dans ce cas-là, nous tombons sur un autre écueil. Vous l'avez compris, je suis plutôt dans ce qu'on appelle la position universaliste, c'est-à-dire qu'il y a des fondamentaux sans lesquels ça ne vaudrait même pas le coup de faire de la recherche pour essayer de trouver une certaine unité. Mais c'est influencé par les cultures. Voilà le cadre dans lequel je me situe moi et dans lequel je pense qu'on pourrait essayer de travailler. Et donc, en fait, c'est de trouver des raisonnements analogues masqués par des différences culturelles. Il va falloir essayer de décrypter ça dans toutes les enquêtes que l'on va avoir. Alors cette méthodologie, ça présente quand même d'énormes avantages. Augmentation potentielle des facteurs étudiés à travailler à l'échelle nord-sud. Si vous voulez voir l'influence de la télévision et que vous travaillez sur des Français, le tour va être vite joué, comme la voiture en Suisse. Donc, effectivement, il faut des facteurs de discrimination. Ensuite, distinction entre les effets de deux variables confondues, augmentation de la sensibilité. Je vais aller très vite. Il y a des pièges. Bon. Maintenant, il faut aussi faire la différence entre la socialisation et la culturation. La socialisation, c'est quand on est entre nous au sein d'un groupe. La culturation, c'est très différent. Et les process sont très différents. C'est en interculturalité. Et donc, il va falloir qu'on se méfie de ne pas utiliser la sociologie de cette sociologie-là pour traiter de phénomènes qui sont de l'ordre de la culturation. Donc voilà en gros ma conclusion.
une étude sociologique interculturelle avec des études comparatives interculturelles. C'est-à-dire que je ne crois plus du tout aux études franco-françaises et je crois beaucoup plus à des études beaucoup plus globalisantes. Sinon, on ne verra jamais aucune universalité dans toutes ces études-là. J'adore la position de Descola. Descola, qui est un anthropologue, nous fait sortir du débat nature-culture occidentale. Et effectivement, il nous dit... Intéressez-vous, faites attention, dans différentes cosmologies, la vision naturaliste, qui est celle de l'Europe du Nord et du Maghreb, est une vision extraordinairement réductrice. Je ne vais pas vous les développer toutes, mais la vision d'un animiste qui conçoit les animaux, les végétaux comme ayant une âme, donc c'est la notion de physicalité, ils se distinguent simplement par leur forme extérieure, fait que toutes les définitions qu'on a sur le développement durable, extraire la société de la nature. Mais c'est quelque chose qui ne repose pas sur une culture animiste. Et alors là, je n'ai pas le temps de vous le développer, mais les anthropologies totémistes ou analogiques sont encore pires sur la question. En fait, le développement durable, c'est quand même un truc de naturaliste du Nord. Et il faudra vraiment qu'on se méfie. Je vous donne une autre chose très rapide, c'est une autre idée. C'est Cassano, c'est ce qu'on appelle la pensée méridienne. La pensée méridienne, c'est le droit de réfléchir lentement, de ne pas suivre cette bousculade pour aller toujours plus vite, d'avoir le droit de freiner, d'avoir le droit de s'arrêter. Et effectivement, cette pensée méridienne, qui est quand même une pensée du Sud, fait vraiment une rupture par rapport à cette course qu'induit le développement durable. Le droit de se poser. Autre chose, je vous donne l'exemple des risques majeurs. Les risques majeurs, c'est typiquement un truc de gens du Nord. Naturaliser la notion de risque majeur. En Europe du Nord, on est en train de chercher des causes humaines aux inondations, aux tempêtes, aux ouragans. Tout ça pourquoi? Parce qu'on sépare la production humaine de la nature. Je peux vous jurer que dans de nombreux endroits en Afrique avec lesquels nous avons commencé de travailler, le problème des risques majeurs, technologiques, comme on verra dans le dernier atelier ce soir, et naturels, relève de quelque chose d'ubuesque. Disons qu'il ne se pose même pas la question. Alors je vais aller très vite là-dessus. Je vais régler le compte à ce schéma auquel je ne crois pas totalement. Vous l'avez compris, insister sur l'intérêt de l'éducation relative à l'environnement, qui à un moment nous a dit « attention, mettez du sens ». Voilà à quoi je réduis le courant de pensée d'éducation relative à l'environnement, Lucie, je suis désolé. Donc, une autre idée que je vous donne, l'EDD ne vient pas que de l'éducation à l'environnement. L'EDD vient de l'éducation aux médias, vient de l'éducation aux risques majeurs, vient de l'éducation au développement, vient de l'éducation à la solidarité. Et en fait, si quand même l'EDD a eu un énorme avantage, c'est que ça a permis, par le côté flou, sans sens du concept, de permettre à ces gens de se retrouver à un moment donné. Maintenant, il y a un risque. C'est que si on met dans un entonnoir du développement durable des gens qui avaient des cultures, des valeurs, et qu'on ne sait pas où on les emmène, ben ça va dériver. Parce que quand même, il y avait peut-être des divergences sur la nature des objets, mais il y a quand même d'énormes convergences sur les valeurs, les outils et les méthodes à toutes ces éducations-là. Et là, alors moi qui suis un peu, vous avez compris, par mon côté atypique, je suis un peu aux convergences de tout ça, je me dis, attention, en tant qu'éducateur, je suis très intéressé par le courant des questions socialement vives qui nous reposent la société en termes de controverses de société et de champs scolaires. C'est une vision très intéressante qui nous a amené à poser une question, la question de l'opérationnalité. Quand je suis sur le schéma à la Giordano-Pello, les 3 cercles, une fois que j'ai cheminé dans ce diagramme, c'est très rare que j'arrive à mettre de vraies conclusions. Je ne suis pas opérationnel, je reste dans un domaine relativement intellectuel. Alors que là, l'avantage des QSV, c'est que ça permet de poser de vrais problèmes. Et quand on pose un vrai problème et qu'on ne le résout pas, ben on s'en prend plein la tête. Alors que l'avantage des 3 cercles, c'est qu'on peut poser des questions floues, qui n'amènent à rien, si ce n'est à des débats intellectuels. Vous avez compris, je suis méchant quand je dis ça, mais bon. Donc le domaine des 3 cercles, ça a eu un rôle positif.
Dans un premier temps, j'en suis complètement conscient et je ne le rejette nullement. Par contre, ce que je crois au jour d'aujourd'hui, c'est que c'est un modèle de transition. Je pense que ce modèle des 3 cercles va certainement être laissé de côté, mais je ne voudrais pas non plus qu'on vide tout ça comme si ça n'avait pas existé, parce que ça a eu quand même au moins certains avantages, qui est de fédération, de convergence. Nous n'aurions jamais eu le débat écologie-économie si nous n'avions pas eu le développement durable. Quoique si, les collègues l'ont dit hier, l'éco-citoyenneté. Donc bon, tout ça, je crois qu'on a intérêt à faire très vite une histoire, en termes d'histoire des sciences. Et là, il y a un gros travail à faire là-dessus. Je reviens sur quelque chose qui a été dit hier, donc c'est pas de moi, mais je l'avais dit hier avant, alors je vous le ressors. En fait, ce qui est important dans tout ça, voilà, pour me faire plaisir, j'ai mis un axe spatial, j'ai mis un axe temporel. Bon, c'est des schémas très intéressants avec la gouvernance, l'éthique, le politique, etc. Mais ce qui importe, c'est le processus, c'est la façon de faire. On n'enseigne pas un objet, on enseigne un projet, un processus. Et c'est pas du tout. Donc ça veut dire qu'on ne va pas du tout faire la même pédagogie. Je ne crois plus un seul instant au cours d'écologie sensu stricto. Je l'ai fait, mais pour me donner bonne conscience. Pareil pour Arnaud, il fait ses cours d'économie, on les juxtapose, on les croise. Mais en fait, on n'y croit plus. Désolé de dire ça, surtout à des gens qu'on a en face de nous à qui on fait ces cours-là. Donc, je vais laisser tomber tout ça. Juste pour terminer par une anecdote. Voilà la complexité à la Giordano-Pello. Voilà la cosmologie Dogon. Et parfois, quand je navigue de Giordano-Pello à la cosmologie Dogon avec les 7 mondes d'en haut et d'en bas, je m'aperçois que je ne suis pas tout à fait sur la même sphère. Et je doute sur les valeurs heuristiques de ma science comme étant un moyen de construire les gens. Et là, moi, ça me remet beaucoup en question, c'est tout l'énorme avantage du travail avec le Sud, qui est de me remettre en question. Je reviens sur le cadre du statut de la science. Et ça a été évoqué. Je vous donne un exemple. On a travaillé, et j'ai fini, pardon, j'ai dépassé beaucoup, donc je me tairai. Voilà un exemple de quelque chose, ça me va. Ça me va toujours. Et là, je suis déstabilisé, parce que là, j'ai des beaux schémas conceptuels, mais j'ai le monde, j'ai l'air, j'ai la terre, j'ai l'eau, j'ai une cosmogonie complètement différente. Je surimpose une typologie dans laquelle moi je me retrouve en tant que formateur du Nord, avec une espèce de cosmogonie. Et ça, pourtant, c'est un travail qui est fait avec le Burkina, avec des outils de formation qui, je vous le jure, marchent merveilleusement bien. Et c'est les mots de la fin, c'est qu'en fait, ils utilisent beaucoup plus de techniques de formation, on va dire, non pas scolaire, mais de la formation non scolaire dans des cadres beaucoup plus ouverts de l'éducation non formelle. Et on a peut-être là à repenser nos cadres d'éducation. Merci, désolé, j'ai dépassé.